Alors bonjour à tous, donc je vais vous parler un petit peu de maladie de Lyme avec une première partie plus axée sur le diagnostic. Ça permettra de revoir un peu donc, toute une synthèse de la littérature qu'on avait faite en début 2019 là-dessus, dans le cadre des recommandations notamment sur la maladie de Lyme. Et puis je vais vous montrer à la fin un peu l'organisation de la prise en charge à l'IHU, surtout des patients qui viennent parce qu'ils pensent qu'ils ont la maladie de Lyme. Alors juste un petit mot du contexte. Ça, c'est à peu près toutes les organisations que vous pouvez trouver. Enfin, c'est ce que voient les patients en pratique quand ils vont sur Internet et qu'ils tapent Lyme. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'organisations qui sont soit des associations, soit des sociétés savantes, enfin tout un tas de choses voilà, qui font beaucoup d'informations et parfois malheureusement de la désinformation autour du Lyme. Parce que la plupart de ces structures, ce qu'elles défendent, c'est une espèce d'entité qui s'appelle la maladie de Lyme chronique. C'est juste pour vous montrer voilà, des petits éléments du contexte. Le Lyme chronique, en gros, vous allez le voir, je vous donne un peu des exemples, mais c'est surtout des symptômes multiples et puis des diagnostics pas très codifiés et puis des traitements encore moins codifiés, encore plus hétéroclites. Alors, un exemple de ce que les patients donc, trouvent sur Internet. C'est pas mal parce que c'est juste, je vous montre ça parce que les patients des fois arrivent à la consultation avec ça et donc ça vous permet d'être un peu préparé à ce que vous risquez de voir. Mais il y a le fameux questionnaire d'Horowitz. Richard Horowitz, c'est un médecin qui est aux États-Unis et qui est le président de cette organisation qui s'appelle l'ILADS, qui est l'International Lyme and Associated Disease Society, qui fait beaucoup du lobbying justement sur cette histoire de Lyme chronique. Et donc vous voyez, il a élaboré une espèce de questionnaire qui est censé vous faire le diagnostic du Lyme. Donc vous voyez que dans ce questionnaire-là, vous avez à peu près toute la médecine réunie. Ça va des douleurs testiculaires, aux troubles sexuels, au mal à l'estomac, à l'essoufflement, la toux, les palpitations, le BAV. Et ça continue, les douleurs et gonflements des articulations, la confusion, la difficulté à parler ou à écrire. Et enfin, la fatigue, la distraction, etc. Donc vous avez énormément de signes. Et puis à la fin, donc, vous avez des éléments aussi un peu de contexte. Est-ce que vous avez une pathologie auto-immune? Est-ce que par hasard, vous avez un test diagnostic positif quand même pour le Lyme? Et puis à la fin, vous avez un score. Alors, et vous voyez que dans tous les cas, en fait, quel que soit votre score, vous avez des chances élevées de Lyme. Vous avez peut-être un Lyme ou vous n'avez probablement pas d'infection. Enfin, à chaque fois, quand même, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller voir un médecin parce que, pour aller faire le diagnostic. Et puis ils disent qu'en gros, le syndrome infectieux de la maladie de Lyme chronique, ça donne tous ces signes-là encore une fois. Donc vous voyez que le diagnostic de cette entité-là, bien entendu, c'est sujet à beaucoup d'interprétations différentes. Et puis la deuxième chose, c'est les traitements. Alors il y a eu l'exemple, ça c'est un exemple un peu vieux maintenant, mais de ce qu'on appelait le TikTok, qui était un traitement miracle vendu contre la maladie de Lyme chronique, qui était à base d'huile essentielle et qui a été retiré du marché parce qu'il renferme des substances neurotoxiques avec un risque proconvulsivant. Mais depuis, c'est un médicament qui est quand même toujours d'accès libre sur Internet. Les patients se le procurent régulièrement, ils arrivent à en acheter sur Internet. Il n'y a pas que le TikTok, il y a les antibiothérapies prolongées. Alors ça, c'est des exemples d'ordonnances qu'on peut voir à la consultation. Donc, vous voyez ici, donc pour une supposée maladie de Lyme chronique, on a un peu d'Orofluco, donc du fluconazole, un peu de Zitromax, un peu de mycostatine. Parce qu'en général, il faut traiter les co-infections. C'est ça qui est dans la théorie du Lyme chronique, c'est qu'il n'y a pas que la Borrelia, il y a aussi des co-infections fongiques. Supposées, qui n'ont jamais été prouvées bien entendu. Un peu de Zélitrex aussi, ici, du Clamoxyl, du Flagyl en séquentiel, et puis un peu d'homéopathie parce que ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Il y a bien sûr aussi tout un tas de solutions autres, autres que les antibiotiques qu'on peut trouver sur Internet, un peu d'aromathérapie, des huiles essentielles. Et on va dire que ce ne serait pas si grave si ça ne posait pas de problème, mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre d'articles dans la littérature qui rapportent des effets indésirables graves chez des patients dû à ces traitements-là. Ici, vous avez un exemple d'un patient qui était sous céfotaxime sur voie centrale depuis 27 mois pour une supposée maladie de Lyme chronique et qui fait une candidémie à Candida parapsilosis et qui malheureusement décède. Aux États-Unis, le CDC a rapporté beaucoup de cas comme ça de patients qui sont décédés ou qui ont eu des effets indésirables graves. Il y a des dresses. Il y a aussi des infections à Clostridium, bien entendu, sur des antibiothérapies prolongées. Enfin, voilà, ça pose quand même des problèmes en termes de tolérance de ces traitements qui, pour la plupart, ne sont pas justifiés. Alors, maintenant, on va revenir à des choses, donc ça c'est juste pour le contexte. Sur des choses un peu plus maintenant, on va dire, basées sur les preuves. Et comment est-ce qu'on fait le diagnostic de borréliose de Lyme? C'est un peu là-dessus qu'on va revenir maintenant, le diagnostic, on va dire, basé sur les preuves. Déjà, une première notion à avoir, c'est la notion d'histoire naturelle, entre guillemets, de cette maladie. Parce que c'est très important quand on parle de diagnostic. Le diagnostic, on va le voir, il est à la fois clinique et biologique, bien entendu. Et donc, il faut garder en tête que c'est une maladie pour laquelle on a différents stades évolutifs. Alors vous avez ici, le début, c'est la piqûre de tique. À peu près une semaine après la piqûre de tique, vous avez ce qu'on appelle la phase localisée, qui est le plus souvent la phase d'érythème migrant, donc cette lésion cutanée sur la peau qui est de manière extensive et qui donc va durer entre 1 à 6 semaines. Ensuite, vous avez la phase disséminée précoce. Alors là, ça peut se manifester de différentes façons. Et puis il y a des atteintes neurologiques possibles, la neuroborréliose précoce, le lymphocytome borrélien qui est une atteinte cutanée très spécifique,
dans un délai autour de 6 mois, on va dire ça peut être très bien avant 6 mois ou après 6 mois. Il y a des formes qui sont rarissimes et qui sont plus fréquentes aux États-Unis, qui sont des formes articulaires, cardiaques et ophtalmologiques. Et puis après, dans les formes supérieures à 6 mois, donc très tardives, on a les formes de neuroborréliose tardive qui sont des formes plutôt périphériques, avec des atteintes un type de neuropathie périphérique. Et puis une entité très particulière qui s'appelle l'acrodermatite atrophiante chronique, qui est une atteinte des tissus sous-cutanés qui atrophie vraiment les tissus sous-cutanés, qui donne cet aspect de veine apparente un petit peu violacée. Donc ça c'est très important parce que bien entendu, on va le voir, les tests biologiques, ils n'ont pas du tout la même valeur en fonction du stade auquel on se place dans la maladie de Lyme. Donc, phase localisée, phase disséminée précoce et phase disséminée tardive. Alors, une première façon d'aborder la question du diagnostic et qu'on avait réalisé du coup dans cette revue de la littérature, c'était de regarder un peu ce qui se passait aussi avec d'autres bactéries un peu voisines de la maladie de Lyme, qui étaient les autres spirochètes, puisque Borrelia burgdorferi sensualato, ce sont des bactéries qui sont des spirochètes, tout comme Treponème par exemple ou Leptospira. Alors, première petite chose un peu sémantique, il y a un débat en ce moment dans la littérature pour regrouper justement ces Borrelia burgdorferi sensualato qui sont responsables de la maladie de Lyme. Il y a certains auteurs qui proposent de les renommer Borrelia pour bien les différencier de toutes les borrélioses qui donnent des fièvres récurrentes, qui n'ont pas du tout la même physiopathologie, pas du tout la même histoire naturelle de la maladie. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun finalement tous ces spirochètes en termes de diagnostic? La première chose, c'est que le diagnostic direct est finalement assez difficile. La technique du microscope à fond noir, il faut des gens un peu formés qui sachent le faire, etc. Donc c'est pas facile. La culture le plus souvent, elle est très fastidieuse, voire impossible pour certaines espèces. Treponema pallidum, par exemple, on ne sait pas le cultiver de manière axénique, on le cultive que sur un modèle animal. Et bon, la PCR en temps réel, son arrivée a permis d'améliorer le diagnostic, mais la plupart du temps, pour tous ces spirochètes-là, c'est très utile à la phase précoce. Par exemple, dans la syphilis, quand on a un chancre, on fait un prélèvement local, on a une PCR positive. Dans le Lyme, on fait une biopsie cutanée sur un érythème migrant, on peut parfois avoir une PCR positive. Dans la leptospirose, par exemple, quand on a une bactériémie, on peut avoir une PCR positive, mais après, une fois qu'on passe à des phases plus tardives, surtout pour Lyme et puis pour la syphilis, la PCR va être beaucoup moins utile. Donc, pour toutes ces maladies-là, dues à des spirochètes, la plupart du temps, la place centrale, l'outil principal dans le diagnostic biologique, ça va être la sérologie, donc une méthode de diagnostic indirecte. Or, la sérologie, les sérologies bactériennes, elles ont bien entendu beaucoup de défauts, parce que ce n'est pas des méthodes de diagnostic direct, et puis surtout, les sérologies bactériennes sont différentes des sérologies virales, notamment parce que les bactéries entre elles, contrairement aux virus, elles partagent beaucoup de protéines en commun. Il y a les protéines ribosomales, il y a les choc protéines, il y a les protéines du peptidoglycane et du LPS qui vont donner énormément de réactions croisées. Et ça, on a énormément d'exemples dans l'histoire de la sérologie bactérienne qui montrent ça. C'était une revue de la littérature qu'on avait fait aussi là-dessus. Donc, par exemple, pour la syphilis, qui pendant très longtemps a été diagnostiquée avec des antigènes de cardiolipine, donc qui donnaient des fausses sérologies croisées, donc chez des patients qui n'avaient pas de syphilis. Donc, c'était parce qu'il y a des réactions croisées multiples. Entre plusieurs spirochètes, donc il y a des travaux au laboratoire ici qui avaient montré que justement entre Borrelia, Lepto et Treponème, on avait des réactions croisées possibles. Bien sûr, entre borréliose de Lyme et borréliose récurrente, c'est évident, c'est des bactéries qui sont très proches, donc on a aussi des réactions sérologiques croisées. L'histoire des rickettsioses a montré aussi les premières sérologies qui étaient développées pour diagnostiquer les rickettsies étaient basées sur des antigènes de protéus, parce qu'il y a une réaction croisée du coup, entre les protéus et les rickettsioses, et c'est toujours utilisé dans certains pays d'ailleurs. Donc historiquement, c'était vraiment dû à des réactions croisées, et puis on le voit avec d'autres bactéries comme Coxiella, Legionella, Bartonella, pour lesquelles il y a un certain pourcentage aussi de réactions croisées en sérologie bactérienne. Donc la sérologie, bien entendu, intrinsèquement, la sérologie bactérienne, c'est pas un outil parfait, c'est sûr. Pourquoi je commence pas? Il est coincé. Ah voilà. Et alors, donc, si on détaille un petit peu les avantages et les inconvénients des sérologies bactériennes, comme pour tout test diagnostic, il y a des risques de faux négatifs, des risques de faux positifs. Alors, les risques de faux négatifs, principalement dans le cas ici des spirochètes et plus précisément de la maladie de Lyme, le faux négatif, c'est pendant la phase précoce de l'infection, où il n'y a pas encore d'anticorps produits. Donc, c'est le stade de l'érythème migrant, par exemple, on va le voir dans la maladie de Lyme, le stade du chancre au tout début de la syphilis, et puis le tout début de la bactériémie à leptospirose, par exemple. Et puis le risque de faux positif, on l'a vu, c'est les réactions croisées en sérologie bactérienne. Et puis il y a un autre risque à prendre en compte, et ça c'est le théorème de Bayes, c'est que le risque de faux positif, il va augmenter si la probabilité de la maladie dans la population que vous testez est très faible. Alors, pour détailler ça, comment est-ce qu'on fait du coup pour réduire le risque de faux positif?
la meilleure manière, c'est de sélectionner une population dont on sait déjà, un sous-groupe de population dont on sait déjà qu'il est plus à risque de la maladie, parce que ça, proportionnellement, ça va faire diminuer le risque de faux positifs dans la population. Vous augmentez la prévalence dans un groupe donné de la maladie, vous diminuez le risque de faux positifs. Par exemple, vous avez plus de chances, entre guillemets, de retrouver une sérologie VIH positive si vous prenez une population de toxicomanes IV, qui sont une population extrêmement à risque de développer cette infection. D'accord ? Ou alors, vous avez une deuxième stratégie qui est l'élaboration de scores diagnostiques. Ça a été fait dans la leptospirose notamment, dans plusieurs pays en voie de développement. On fait des scores diagnostiques, on a une probabilité du coup un peu plus importante dans telle population d'avoir une probabilité de la maladie, et donc on a un sous-groupe avec moins de faux positifs. Et puis il y a une autre manière de faire, qui est la manière de faire qui a été adoptée dans la borréliose de Lyme, c'est le test en 2 temps. C'est-à-dire qu'on fait un premier test qui est très sensible, qui permet de sélectionner une sous-population, qui a un test positif, mais dont on sait du coup ce test-là qu'il est très sensible et très peu spécifique. Donc on va avoir quand même encore un peu de faux positifs. Et on fait du coup dans un deuxième temps, sur cette sous-population, un deuxième test plus spécifique. Et donc c'est l'exemple, par exemple, de la sérologie en 2 temps avec l'ELISA et le Western blot pour la maladie de Lyme. Alors du coup, une fois qu'on a vu tout ça, quels sont les guidelines actuels concernant le diagnostic de Lyme? Parce qu'au-delà de la polémique finalement médiatique, la question qu'on s'est posée quand on a fait cette revue de la littérature là, sur les guidelines, c'était est-ce que finalement, au-delà de tout ce qu'on voit, est-ce qu'il y a un consensus finalement dans le milieu scientifique ou pas sur ce diagnostic? Puisque quand on regarde la télé, quand on regarde les médias, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Alors on a fait une revue de la littérature, on a pris 16 guidelines, donc c'était une revue systématique, hein, donc on a pris les 16 guidelines les plus récentes qu'on trouvait, vous voyez, de différents pays européens et américains. Et ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, c'était, vu qu'on incluait un peu toutes les guidelines qu'on trouvait, faire une évaluation un peu méthodologique de comment est-ce qu'elles avaient été faites, et ça on s'est inspiré de différents scores trouvés dans la littérature, donc on a regardé les références citées, la méthodologie décrite, est-ce qu'il y avait un lien explicite entre les recommandations qui étaient émises et puis la littérature scientifique, le nombre de sociétés savantes impliquées, la méthode biblio, etc., et la gradation des recos. Alors on a inclus 16 au total, et alors il y en a une qui était un petit peu un outsider, déjà sur le score qualitatif, vous voyez ça c'était justement les différents éléments du score, c'est celle-ci, alors qui est en effet élaborée par une société savante très particulière, qui est la société savante germanique sur les borrélioses, donc c'est un truc qui est centré exclusivement là-dessus et qui a un score qualitatif, vous voyez, très médiocre à 1, qui en gros ne cite pas ses sources la plupart du temps et n'a pas du tout n'explique pas la méthode dont ils ont fait la littérature, etc. Et ça a un impact parce que vous allez voir finalement sur toutes les recos qu'on a listées, eh ben, c'est les seuls qui ont des guidelines au final discordantes par rapport aux autres. Et donc en fait sur ces 16 recommandations qu'on a regardées, il y a un consensus sur tous les éléments que je vais vous montrer là, c'est-à-dire qu'au stade d'érythème migrant par exemple, donc on sait que la sérologie est souvent encore négative, donc il n'y a aucune indication à faire une sérologie maladie de Lyme au stade d'érythème migrant, puisque la sensibilité, vous voyez, retrouvée dans la littérature, elle est, en fonction des différentes sources retrouvées, entre 40 et 60% à ce stade. D'accord, c'est très peu souvent positif au stade de l'érythème migrant. On peut faire éventuellement une biopsie cutanée pour rechercher en PCR Borrelia, mais la sensibilité, il faut savoir qu'elle est de 70%, donc pareil, ce ne sera pas forcément un examen idéal. Et donc le diagnostic finalement de maladie de Lyme au stade de l'érythème migrant, il est principalement clinique, ce n'est pas la biologie qui va vous aider. Le lymphocytome borrélien, donc, qui est une manifestation cutanée assez typique de la phase précoce disséminée, elle se fait, là le diagnostic, ce qui est recommandé dans toutes les guidelines, c'est la sérologie en 2 temps, avec une sensibilité qui varie entre 70 et 95%. Et une biopsie qui est quand même recommandée parce que les principaux diagnostics différentiels de cette petite lésion cutanée, c'est les lymphomes cutanés. Et donc, c'est la biopsie qui est recommandée, surtout pour l'anapathe et éventuellement pour la PCR. Pour les neuroborrélioses, c'est la ponction lombaire qui est indiquée, bien entendu, en première intention, parce qu'elle montrera une pléocytose et surtout une synthèse intratécale d'anticorps, avec une sensibilité qui est de 100% quasiment après 8 semaines et 80% un peu au stade précoce. Donc quand on est à un stade vraiment précoce, à 6 semaines après la piqûre et qu'on a des signes neurologiques, en gros, il faut répéter la sérologie dans le temps, si la sérologie est négative au premier coup, parce qu'elle va très certainement se positiver par la suite. Les atteintes articulaires, cardiaques et ophtalmiques sont extrêmement rares, mais là pareil, toutes les recommandations s'accordent sur le fait que la sérologie est positive dans à peu près 99% des cas chez ces patients-là. De toute façon, c'est des formes rares qui en général font l'objet de RCP et de concertation pluridisciplinaire. Et puis l'acrodermatite chronique atrophiante, là aussi on est sur un stade très tardif, donc la sérologie est quasiment toujours positive. Et donc dans cette revue, ce qu'on avait trouvé, c'est que les seuls guidelines discordants, donc c'était cette fameuse société savante, qui est la société allemande de borréliosologie, entre guillemets,
qui recommandait, elle, ce qu'on appelle le test de transformation lymphocytaire, qui est en fait un test pas du tout validé nulle part, avec aucune bibliographie sérieuse. Et puis d'autres tests alternatifs qui sont recommandés par aucune autre des sociétés savantes, donc, qui étaient par exemple la numération des CD57, les autotests de diagnostic rapide, l'ELISpot et la détection des lymphocytes NK. Alors un petit mot donc juste en résumé sur l'interprétation vraiment de la sérologie. Donc ça c'est une revue qu'on a fait récemment avec l'équipe du CNR. Donc pour vous éclaircir un peu les choses, c'est souvent les cliniciens qui me demandent ça sur l'interprétation de la sérologie en 2 temps. Mais donc l'ELISA positif, quand vous avez un ELISA positif, un Western blot négatif, ben, c'est une sérologie négative en réalité, hein, on est bien d'accord, parce que comme je vous l'ai dit, le but c'est d'avoir un premier test ELISA positif sensible et après d'éliminer les faux positifs avec un test plus spécifique. Donc c'est une sérologie négative. Quand on a une positivité en IgM au Western blot, enfin la positivité, alors ce qui est compliqué avec le Western blot et qui est souvent compliqué à comprendre notamment pour les cliniciens, c'est que c'est des techniques qui ne sont pas beaucoup standardisées. Il y a beaucoup de tests commerciaux et chaque test commercial a un peu ses règles d'interprétation, avec pour certains des interprétations visuelles et d'autres des interprétations automatisées. Donc il n'y a pas vraiment de critères de positivité, on va dire, uniformes, mais il y a quand même un accord sur le fait qu'il faut au moins 2 bandes positives parmi celles-ci en IgM pour les souches américaines et puis parmi celles-ci pour les souches européennes. Pour la positivité en IgG ou Western blot, c'est au moins 5 bandes positives. Là, je ne vous détaille pas les bandes, mais en gros, c'est ça qui détermine la positivité. Mais avec, encore une fois, des nuances en fonction des différents tests, parce que, encore une fois, pas d'uniformisation totale pour le moment au niveau européen. L'autre message important, c'est que si vous avez des IgM isolés plus de 6 semaines après la piqûre, et si vous avez des IgM isolés à plusieurs reprises sans apparition d'IgG, c'est un faux positif. C'est une réaction croisée probablement des IgM, mais c'est un faux positif, c'est pas quelque chose qui doit vous amener à faire plus d'exploration que ça. Et puis bien entendu, cette sérologie, encore une fois, je vous ai montré, il y a les différents stades, ça s'interprète toujours en fonction du tableau clinique. Voilà, je ne sais pas si je vais m'arrêter là, mais après, je voulais juste deux mots sur les syndromes post-infectieux, parce que ça c'est quelque chose qui a été quand même reconnu par beaucoup d'instances, le syndrome post-infectieux maladie de Lyme. Donc c'est des gens qui en gros ont un peu une fatigue, des douleurs articulaires après une maladie de Lyme authentifiée. Donc là-dessus on est assez tranquille puisqu'on a 5 essais randomisés de bonne qualité qui montrent que ça ne sert à rien de leur remettre des antibiotiques à ces patients-là après un traitement bien fait, et qu'en plus c'est plutôt à risque d'effets secondaires graves. Donc ça c'est un extrait des recommandations qu'on a élaborées nationales sur le Lyme. Vous les avez ici, les 3 principaux gros essais, mais où voilà, vous voyez ici on a 280 patients qui avaient déjà eu un Lyme traité par ceftriaxone pendant 14 jours. 86 ont été remis sous doxy, 96 sous clarithromycin, parce que c'est ce qu'on trouve des fois dans les schémas un peu exotiques, et puis 98% sous placebo, et en gros la qualité de vie de ces patients était la même, était améliorée d'ailleurs partout, mais aussi bien chez les placebos que chez les patients retraités. Et quand les patients consultent pour suspicion de Lyme sans signe clinique objectif, vous avez, là aussi on a quelques études maintenant. En France, 1411 patients qui ont consulté pour une suspicion de borréliose de Lyme. Vous voyez que globalement, on est aux alentours entre 10 et 20% de patients qui ont vraiment un Lyme, et puis le reste, ils ont d'autres choses. Si on cherche un peu, soit des diagnostics psychiatriques, rhumatologiques, neurologiques ou autres. Ici, vous avez aussi les différentes parties. Et puis, il y a une grosse partie de ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, qui sont cette grande famille de troubles qu'on retrouve un peu dans toutes les spécialités médicales non psychiatriques. Donc ça va du syndrome de l'intestin irritable que voient souvent les gastro-entérologues, du syndrome d'hyperventilation en pneumologie, du syndrome de fatigue chronique souvent vu par les internistes. Et donc toute cette grande famille de troubles fonctionnels ou de troubles dits un peu somatoformes, auxquels on va forcément s'intéresser quand on reçoit des patients qui pensent avoir une maladie de Lyme. Et donc dans ce contexte-là, on a retrouvé des données dans la littérature notamment qui montrent que le TEP scanner peut avoir un intérêt. Donc on travaille là-dessus avec le professeur Gage, bien entendu, sur l'identification de ces patients, et donc l'utilisation du PET scanner en fait comme biomarqueur pour les troubles fonctionnels chez ces patients-là et pour les aider à avoir un diagnostic. Et donc concrètement pour ces patients-là, à l'IHU aujourd'hui, puisque l'IHU est donc depuis peu centre de référence des maladies vectorielles à tiques, qui est la création de centres de référence en gros justement pour répondre à tous ces patients qui viennent avec une suspicion de maladie de Lyme. On a une consultation cible éthique avec soit des tableaux aigus où là on fait ce qu'on a toujours fait à l'IHU sur l'expertise liée aux tiques, donc avec un kit piqûre de tiques, diagnostic maladie aiguë et puis une analyse des tiques au CNR notamment. Et puis par contre pour les tableaux chroniques, donc comme ceux que peuvent présenter les patients, on a une HDJ clinique des tiques avec l'ensemble de ces éléments-là.
Et ça représente donc à ce jour 83 patients qui sont passés en HDJ et dont on est en train d'analyser les données. Voilà, et ça c'était juste pour vous montrer donc les centres de référence, donc nouvelle création. Nous on est centre de référence pour la région sud, il y en a 5 au total en France. Un à Strasbourg, un en région parisienne, un à Rennes et puis Clermont-Saint-Étienne qui sont associés. Et puis tout un tas de centres de compétences qui dépendent donc à chaque fois du centre de référence pour essayer de bien orienter les patients dans leur prise en charge. Voilà.